va continuer la discussion qu'on avait commencée avec nos invités politiques en plateau. Arthur Delaporte qui représente les socialistes, Marie-Charlotte Garin qui représente les Verts et Olga Givernet qui représente la majorité. Puisqu'on vient d'entendre ce qui vient d'être dit par le procureur de Rennes, j'aimerais quand même avoir votre sentiment sur la situation et je vais commencer par vous, Arthur Delaporte. Comment est-ce que vous vivez ces 4 enquêtes-là dont on vient de parler, en sachant qu'il y en a d'autres pour d'autres faits et qui pourraient aussi impliquer d'autres manifestants? Écoutez, moi je le vis comme une tragédie. Je pense à ces victimes qui aujourd'hui sont pour certaines encore dans le coma, pour d'autres polytraumatisées qui ne peuvent pas parler. Et je le vis comme une tragédie parce que l'État n'a pas été en capacité de garantir un droit constitutionnel qui n'a pas été évoqué par le procureur, mais qui est le droit de manifester et la sécurité des manifestants. Et aujourd'hui, on a des personnes qui se sont retrouvées gravement blessées parce que la LDH disait comme à un usage disproportionné, indiscriminé de la force. Et ça, c'est pas acceptable dans une démocratie moderne. Il y a eu l'utilisation d'armes de guerre, il faut le dire. D'armes de guerre, c'est comme ça qu'on peut catégoriser les grenades qui ont été utilisées. Alors je ne sais pas si c'est elle, et le procureur ne l'a pas dit, qui ont blessé les personnes. L'enquête est en cours, elle le dira. Mais en tout cas, il y a eu des utilisations disproportionnées et des usages qui n'étaient pas nécessaires de la force publique qui ont conduit à cette tragédie. Olga Givernet, sur ce qu'on vient d'entendre à la fois par le procureur et puis la réaction d'Arthur Delaporte. Alors c'est sûr que quand on entend effectivement les blessures qu'ont pu avoir ces manifestants, on a une pensée pour leurs proches, on a une pensée pour ces scènes qu'on a pu voir au travers des vidéos de part et d'autre, que ce soit côté manifestants, mais aussi que ce soit côté force de l'ordre. C'était très impressionnant. Je crois qu'on ne peut pas tirer des conclusions hâtives par rapport à ces vidéos. Et moi, je suis heureuse qu'il y ait des enquêtes qui se lancent tout de suite pour faire toute la lumière sur ces circonstances. Il est important de ne pas tirer des conclusions, je le redis, parce que on n'aurait pas souhaité que ça puisse en venir à cela. S'il y a des problématiques, des conflits, on doit pouvoir les résoudre de manière plus paisible. En l'occurrence, c'est pas le cas, et je crois qu'on doit tous en tirer les conclusions aujourd'hui, de savoir ce qui s'est réellement passé et de savoir comment on peut empêcher cela pour que justement le droit de manifester soit préservé, mais que aussi les forces de l'ordre soient en mesure de faire le maintien de l'ordre dans les meilleures conditions. Et la question centrale dans ces affaires-là et aussi dans celle qui touche à la réforme des retraites, c'est la question de la responsabilité. Qui est responsable de tout ce qui se passe là? Gérald Darmanin, qui est le ministre de l'Intérieur, va être demain auditionné à l'Assemblée nationale. Marie-Charlotte Garin, qu'est-ce que vous en attendez de cette audition du ministre de l'Intérieur? Moi, idéalement, j'attendrai une démission du ministre de l'Intérieur. Il y a plein de pays où, en fait, un tel fiasco comme ce qui s'est passé à Sainte-Soline, ça ne porterait même pas à discussion. Il y aurait une démission du ministre de l'Intérieur. Comme il y aurait une démission suite aux dérives qu'on a constatées aussi avec la Bravem, dont on demande aussi la dissolution. C'est pas acceptable, en fait. On est rentré dans une espèce de spirale de la violence avec un ministre de l'Intérieur pyromane qui a menti à répétition, qui est trumpiste dans son rapport à la vérité, vraiment. Arthur Delaporte parlait de la question des armes de guerre. On a un ministre qui, les yeux dans les yeux, a dit « il n'y a pas eu d'armes de guerre utilisées à Sainte-Soline ». En fait, c'est pas possible. On parle de la vie des gens. Là, on a des pronostics vitaux qui sont engagés. On parle de la vie des gens. On ne peut pas mentir sur quelque chose d'aussi grave et d'aussi sérieux que la question du maintien de l'ordre. Mais est-ce que ça peut être le seul responsable, Gérald Darmanin? Il y a aussi des personnes qui, sans être parfois des manifestants, participent aux manifestations et sont là parfois pour casser. C'est ce qu'on appelle les ultras. Ça arrive dans d'autres pays, sauf qu'aujourd'hui en Europe, on est le seul pays où ça se passe aussi mal. Et là, vous disiez, Madame Givernet, qu'il n'y avait pas de conclusion finalement tirée tant que l'enquête ne serait pas rendue. Moi, je vous dis si. Il y a des conclusions qui sont judiciaires, ça c'est l'enquête qui le dira, mais il y a aussi des conclusions qui sont politiques. Et moi, en tant que responsable politique, oui, je considère qu'on ne peut pas avoir un ministre de l'Intérieur qui assume et qui défend comme ça des choses qui sont de l'ordre de l'indéfendable. Il y a des consignes qui ont été données, c'est des consignes qui sont politiques sur la gestion du maintien de l'ordre. Et ça, c'est des choses dont on exige de nos responsables publics qu'ils soient garants aussi de la sécurité des Françaises et des Françaises. Et moi, je souligne ce que vient de dire Marie-Charlotte Garin. On ne peut pas tolérer ça d'un ministre de l'Intérieur, ce type de propos qui aujourd'hui fait que ce sont seulement ceux qui se manifestent qui sont criminalisés, alors qu'on sait très bien que la plupart de ces manifestants étaient pacifiques, qu'il y en a un grand nombre qui ont été blessés de façon extrêmement pacifique. Et peut-être que vous avez des éléments radicaux. Ça, personne ne le nie. Mais c'est pas parce que vous avez des éléments radicaux que ces éléments radicaux doivent être blessés.
Ça, là, nous, on doit garantir leur sécurité aussi, et on doit protéger l'ensemble des manifestants. Et c'est à ça que ça sert la force publique. Olga Givernet, est-ce qu'il y a peut-être des choses à revoir effectivement sur la question du maintien de l'ordre? Est-ce que vous, même en faisant partie de la majorité, vous vous dites peut-être que Gérald Darmanin, il n'a pas toujours tout bon sur les ordres qui sont donnés sur ces questions-là? Alors je vais vous dire, moi je sors d'un week-end où j'étais en circonscription, et c'est vrai que du coup on a des interactions avec nos concitoyens qui voient tout cela de l'extérieur. Et il y a des interrogations simplement plus vraiment sur le fond, malheureusement, des bassines, mais sur la question de la forme et de ce maintien de l'ordre et de savoir comment est-ce qu'on aurait pu l'éviter. Donc je pense qu'il est important de trouver des réponses à ce niveau-là. On peut avoir la forme juridique, je suis d'accord. Sur la forme politique, on est tous conscients qu'on a eu des épisodes, que ce soit au moment des Gilets jaunes, mais aussi des manifestations où il y a des éléments perturbateurs qui viennent et qui embarquent des manifestants qui n'étaient pas là non plus pour casser. Et on le sait, on l'a vu dans le processus, on commence à connaître les choses. Madame Donc Givernet, il faut pouvoir préserver ces personnes-là. Il y a des manifestants, il y a aussi un encadrement qui doit être fait. Quand il y a les syndicats qui encadrent, je pense que ça peut mieux se passer. Oui. Lorsqu'il y a des manifestations qui sont beaucoup moins encadrées, eh bien, il y a un risque de mélange des genres qui, je trouve, ne portent pas sur le fond et évidemment mettent à risque un certain nombre de personnes. les deux personnes qui sont en face de vous, vos opposants politiques, demandent la démission de Gérald Darmanin. Qu'est-ce que vous leur répondez? Moi, je crois qu'on n'en est pas là à la démission de Gérald Darmanin. On a un gouvernement aujourd'hui qui fait face à un climat social qui est compliqué. On le sait. On le sait quand on a pris la décision sur la réforme des retraites. Là, vous dites que c'est à cause du climat social. Sur la question des bassines. C'est à cause du climat social qu'il faut laisser ce genre de choses d'arriver. C'est à cause du climat social qu'il faut laisser ce genre de choses arriver? Non, juste, je vous ai dit avant qu'il ne fallait pas laisser ce genre de choses arriver. Il faut pouvoir l'encadrer. Mais on sait qu'il y a une certaine montée. On sait qu'aussi Gérald Darmanin a pu gérer d'autres situations assez difficiles. On sait que la situation est compliquée. Et moi, je souhaite qu'on puisse faire la lumière s'il y a eu des erreurs de fait. Et à ce moment-là, on pourra remonter l'échelle hiérarchique et demander à Gérald Darmanin. En l'occurrence, il est entendu par le Parlement, par l'Assemblée nationale, me semble-t-il. Donc là, il aura à rendre des comptes sur sa politique de maintien de l'ordre. Alors, on parle évidemment des questions de manifestation, mais il n'y a pas que ça dans l'opposition à la réforme des retraites, puisque ça suit son cours. Chacun, pour l'instant, reste sur ses positions. Du côté des Verts, Marine Tondelier a été reçue aujourd'hui par Elisabeth Borne. Qu'est-ce qui s'est dit? Comment ça s'est passé? A priori plutôt bien, mais je crois que le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est comment est-ce que le gouvernement va répondre à une crise sociale qui est devenue une crise politique. La première proposition qui avait été faite notamment aux parlementaires, c'était de régler ça un peu sur un coin de table avec des rendez-vous avec les présidents de groupe. Mais je crois que ce n'est pas ce qu'attendent les Français. On est sur une crise sociale qui a une telle ampleur et qui est, comme je le disais, est devenue une crise politique. On a besoin de transparence, on a besoin de débat, pas de choses qui se passent derrière des portes. Et de toute façon, je crois que les conditions du débat ont été posées largement et par l'opposition, en tout cas une partie de l'opposition, et par l'intersyndicale. C'est le retrait, en tout cas, du décalage quand vous me du dites, départ à la retraite. Visiblement, ça s'est bien passé. Ça veut dire que quand même, vous avez trouvé un terrain d'entente, ou ça veut dire qu'au moins ces deux femmes ont réussi à se parler au-delà du bonjour? Mais je crois que nous, chez les écologistes, on n'a pas de problème à discuter. La question avec ce gouvernement, c'est est-ce qu'on est en capacité d'être entendu? Et jusqu'à maintenant, depuis le début de mandat, moi c'est mon premier mandat, on a essuyé 49.3 sur 49.3. Et la nouvelle méthode, on n'en a jamais vu la couleur. Alors là, ça revient un peu au goût du jour, ça revient à la mode, mais on ne croit que ce qu'on voit, en tout cas. On va écouter justement Marine Tondelier, la chef des écologistes. Madame Borne, c'est quelqu'un qui est ouverte au dialogue, ça on n'en a jamais douté, sinon on ne serait pas venu. La question c'est que devient ce dialogue une fois qu'on sort? La proposition de moratoire sur les bassines, tant qu'on n'a pas reposé clairement, de manière neutre, indépendante et transparente le débat, qu'en fera-t-elle? Sur les retraites, que fera-t-elle? Elle voit les syndicats demain et j'ai cru comprendre que si elle refusait d'aborder la question des 64 ans, le rendez-vous risquait d'être très rapide et j'entends parfaitement les syndicats qui ont tout mon soutien sur ce dossier. Et puis sur la question des militants écologistes et de la recrudescence d'attaques, d'intimidation à leur égard, on verra aussi ce que ça donne. Voilà pour Marine Tondelier à la sortie donc de sa réunion à Matignon avec Elisabeth Borne. Il y a eu, et on en parlait tout à l'heure, ce cortège à l'initiative des communistes jusqu'à l'Élysée pour demander le retrait de la réforme des retraites. On vous donnera la parole dans un instant parce qu'Olivier Faure sera aussi reçu par Elisabeth Borne. Mais on se demande quand même un petit peu, Gilles, Daïc, pardon, Gilles, c'est l'autre éditorialiste.
Daïd, que se passe-t-il à gauche? On a l'impression que chacun fait son truc de son côté. On peut dire que c'est très vivant, qu'on occupe le terrain avec toutes les armes qui sont à la disposition pour contester cette réforme. Ça, c'est une vision, on va dire, une vision positive, on va dire, une analyse positive. Il y a une autre façon d'analyser peut-être les choses, c'est que c'est un moment de flottement pour la gauche. On ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas quelle stratégie adopter pour contester cette réforme, donc on les teste un peu toutes, et puis on n'est pas forcément tous d'accord sur ces stratégies. Les communistes y vont tout seuls, essayer de rencontrer Emmanuel Macron. Il y a quand même une délégation de la NUPS ensemble qui est allée au Conseil constitutionnel. C'est bien de le préciser. Voilà, non, mais absolument. Non, mais quand même, de manière générale, extrêmement coordonné. Oui, alors, pour aller voir le Conseil constitutionnel, oui. Après, parce qu'il y a aussi peut-être de la fébrilité. Et on entendait Madame Tondelier qui, quand même, a reconnu que Madame Borne était quelqu'un avec qui on pouvait discuter et qui était quand même ouverte au dialogue et à la parole. Il y a quand même une fébrilité de la part notamment des socialistes et des écologistes parce que dimanche, communiqué des socialistes, nous ne nous rendons pas à la rencontre prévue par Elisabeth Borne. Et le lendemain, on apprend qu'Olivier Faure, à titre personnel, comme président de parti, va se rendre auprès d'Elisabeth Borne, et c'est un peu la même tonalité qu'on a entendue du côté des écologistes. Comme si à un moment, et vous répondrez après évidemment, mais juste pour un moment, si vous avez du mal à assumer auprès de l'opinion de ne pas aller à ce rendez-vous. Parce que vous dites à un moment, si j'y vais, je fais la com du gouvernement, mais si je n'y vais pas, les Français vont me rendre responsable de la fermeture du dialogue. Et on voit que peut-être que le gouvernement a peut-être réussi son coup. Allez, Arthur Delaporte, la réponse. Mais tout simplement pour dire que ce communiqué de dimanche, il était coordonné, il était signé par Olivier Faure, Boris Vallaud, Patrick Caner, nos présidents de groupe et notre chef de parti. Et là, ils disent bien qu'ils veulent pas rencontrer Elisabeth Borne. C'était les présidents de groupe qui étaient invités par la Première ministre pour parler de l'agenda de la suite. Okay. Que va dire Olivier Faure? Il a dit, déjà, nous, on veut pas parler de l'agenda de la suite, c'est pour ça que les présidents ne viendront pas, parce que nous, notre préalable, et c'est pour ça que c'est Olivier Faure, le chef de parti, qui vient le dire, c'est le retrait de la réforme. Et Olivier Faure, à 17h30, il ira dire à Elisabeth Borne, il n'y a rien d'autre qui est envisageable avec nous. Si vous ne retirez pas la réforme. C'est hyper subtil, ce n'est pas les mêmes d'accord. Dimanche, vous dites, Monsieur Faure, je ne vais pas voir Elisabeth Borne. Le lendemain, il dit, je vais voir Elisabeth Borne. C'est Boris Vallaud qui a dit qu'il n'irait pas voir. C'était Boris Vallaud. C'est le rôle des parlementaires aussi, en fait, ce qui joue là. C'est quelle place on laisse au Parlement pour un Parlement qui s'est fait marcher dessus et qui a été méprisé pendant 8 mois. C'est là où on remet les choses dans le bon ordre aussi. En fait, nous, on est pour un parlementarisme de fait. On est pour que le Parlement se saisisse de son pouvoir, mais on ne peut pas avoir un gouvernement qui écrase en permanence le Parlement. Et là, le problème, c'est que nos présidents de groupe, qui représentent les parlementaires, ont été invités, ils ont dit non. Par contre, notre parti politique, qui est un interlocuteur, qui est dans le rapport de force, qui est dans le soutien avec les syndicats, lui, il va dire écoutez les syndicats, on parlera du reste après. Olga Givernet, que dire quand on voit que les parlementaires invités à rencontrer Elisabeth Borne à gauche n'y vont pas, même s'il y a des chefs de parti qui s'y rendent, mais c'est quand même un petit peu raté pour Elisabeth Borne. C'est un petit peu dispersé, on va dire, à gauche. Raté pour Elisabeth Borne. Ce qui montre aussi, ce qui montre aussi que c'est vis-à-vis de la gauche, c'est vrai qu'ils sont un peu pris en étau. On a essayé de faire tomber le gouvernement dans sa globalité avec les motions de censure, ça n'a pas fonctionné. On essaie de mettre en défaut Elisabeth Borne lorsque les groupes n'y vont pas, c'est qu'ils boycottent un peu et directement la personne d'Elisabeth Borne, mais tous ne le font pas. Et pourquoi ils ne le font pas? Parce que je crois qu'ils ont compris qu'ils n'ont pas tout à fait intérêt à voir Elisabeth Borne partir, parce que on saurait ce qu'on perdrait, mais franchement on saurait pas ce qu'on gagnerait, et surtout pour les oppositions. Donc je pense qu'il y a un pas en avant, un pas en arrière, alors que on est sur une demande de concertation, de pouvoir avancer. Vous le savez que ce sera pas sur la question de l'âge des retraites. En revanche, il y a une proposition sur le plein emploi et les conditions de travail. Et là, il y a des choses à faire. Donc, je crois qu'ils ont intérêt à se saisir de cette opportunité. Au moins avec Elisabeth Borne, on le reconnaît. Elle est dans la concertation. Elle ouvre sa porte et elle veut parler. Ensuite, nous, on nous a demandé qu'il y ait une nouvelle méthode. Moi, je pense qu'il n'y a pas de nouvelle méthode sans nouveaux outils. Et donc, on travaille aussi sur notamment une proposition de loi constitutionnelle que je viens de déposer sur la volonté aussi de pouvoir voter en Congrès, c'est-à-dire en rassemblement élargi des parlementaires sur des projets de loi futurs qui pourraient avoir un impact majeur sur la vie des Français. Mais est-ce que vous considérez aujourd'hui que les consultations que mène Elisabeth Borne sont sur la voie de la réussite pour la majorité? Je pense qu'elles sont aussi compliquées que toutes les consultations qu'elle a pu mener en amont de la réforme des retraites. Et pourtant, elle continue. Je veux dire, je crois ils n'ont pas changé de position. C'est là le problème. Alors peut-être que ça va donner un peu en avant. Si, puisqu'on était à 65 ans, on est repassé à 64 ans. Il y a eu mais il y a eu des choses qui ont été données. Il faudrait qu'on vous remercie, c'est ça, non, pour reculer de 2 ans l'âge légal de départ. Je pense qu'on peut reconnaître aussi les avancées, les prises en compte qu'il y a eu. Et
le un fait recul, en fait, de vouloir travailler sur cette question du rapport au travail. Alors j'aimerais qu'on s'arrête et qu'on continue à en parler parce qu'on l'a un petit peu touché du doigt sur l'organisation de la NUPES aussi qui, dans cette question des réformes des retraites, est-elle ou pas en train de se diviser? Vous nous avez dit non, on s'organise quand même, on a une stratégie pensée et tout le monde est d'accord. Il y a quand même, je crois, Daïk, quelques histoires, points de crispation éventuels. Oui, absolument. Au sein de la NUPES. Ce soir, il y a un séminaire quand même entre vous. Tout à fait. Peut-être, est-ce que ça veut dire que c'est la crise? Non. Ou est-ce que ça veut dire qu'il faut aplanir des difficultés? Il y a 3 types de difficultés. Il y a une difficulté là, immédiate, c'est qu'est-ce qu'on fait de Mme Froger, qui vient d'être élue dans l'Ariège, qui est une socialiste dissidente, qui veut siéger dans le groupe PS. Mais si vous siégez dans le groupe PS, c'est vous siégez dans la NUP. Or, comme elle a été élue contre une candidate NUP insoumise, ça pose problème. Il y a aussi des difficultés par rapport au passé. Ça, je me tourne vers vous, Madame écologiste. On sait que lors du débat sur la réforme des retraites, il y a eu des divergences de stratégie entre une partie des Insoumis et Jean-Luc Mélenchon qui ont pesé très fort pour qu'on n'aille pas discuter de l'article 7 sur la mesure d'âge. Or, vous, écologistes comme socialistes, vous vouliez qu'on y aille. Et donc, vous voulez aplanir quand même et faire un briefing de comment ça s'est passé en disant est-ce qu'on peut travailler différemment à l'avenir. Et puis, il y a une difficulté pour l'avenir, c'est peut-être la plus importante, là où il peut y avoir une crise éventuelle, c'est qu'est-ce qu'on fait de la NUP pour les prochaines élections. Et là, il y a un homme qui a mis un pavé dans la mare, c'est Fabien Roussel, le patron du Parti communiste, qui, dans l'Express, a dit que la NUP était une alliance dépassée et que pour lui, l'avenir de la gauche, l'union de la gauche, c'est une alliance qui va de Fabien Roussel jusqu'à Bernard Cazeneuve. Le problème, c'est que Bernard Cazeneuve, il n'aime pas Jean-Luc Mélenchon. Donc, si vous alliez avec Bernard Cazeneuve, vous ne pouvez pas vous allier avec Jean-Luc Mélenchon. Et donc, ça serait la fin de la NUP, ce que propose Fabien Roussel. Alors, elle est dépassée ou pas, la NUP, Marie-Charlotte Garin? Mais elle est en bonne santé, la NUP, et je crois qu'avec Arthur Delaporte, on est bien placé pour le dire, parce qu'on fait partie d'une nouvelle génération d'élus et à gauche. Et pour le coup, nous, les histoires de personnes, de qui s'entend bien et qui s'entend pas, franchement, c'est pas mon sujet. Et je crois que ça intéresse pas du tout les Français et les Françaises. Les Français et les Françaises, ce qu'ils attendent, c'est que la gauche soit en capacité de proposer une alternative qui soit ni Le Pen ni Macron en 2027. Et ça, c'est notre job, en fait. C'est à nous de construire ça. Et le séminaire, ça fait partie de ça aussi. C'est pas parce que ça va mal. Ça fait partie, en fait, d'une méthode de travail pour créer des espaces, parce que... Mais vous êtes d'accord que c'est pour faire évoluer les choses, améliorer quand même la façon dont vous travaillez ensemble? Mais bien sûr. Mais tout espace collectif, en fait, de travail vise évidemment à nous renforcer collectivement pour qu'en 2027, et bien avant même, nous soyons prêts. Et parce que les gens attendent cette alternative. On a besoin de revoir la gauche au pouvoir en 2027. Je vais vous dire, ce soir, c'est un séminaire comme on en fait à peu près tous les mois ou tous les 2 mois. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est toujours un moment où on essaie de faire converger les vues. Et pour l'affaire de l'Ariège que vous évoquiez, c'est traité au sein du groupe socialiste. C'est pas un sujet de la NUPES. Et par ailleurs, dans les conditions... Ça engage quand même un peu la NUPES. Mais non, parce que c'est le groupe socialiste qui se positionne. Quand une ancienne dissidente socialiste est opposée à quelqu'un qui est soutenu par la NUPES, je suis désolée, ça inclut quand même un peu la NUPES. Vous dire, la position du groupe socialiste, elle est très claire. Si vous voulez intégrer le groupe socialiste, il faut respecter le cadre et notamment accepter de s'intégrer dans le groupe de la NUPES. Et ça, dans l'intergroupe de la NUPES. Et ça, c'est le préalable à toute discussion. Donc il n'y a pas de sujet sur ce point-là. Est-ce que Mme Forget doit siéger avec les socialistes à l'Assemblée nationale? Je viens de vous répondre. Si elle accepte de s'engager sur le chemin, si elle accepte de venir en disant... Écoutez, moi, l'intergroupe de la NUPES, c'est un cadre de travail structurant parce que avec Marie-Charlotte Garin, avec Pierre Dharréville, communiste, avec les Insoumis, on travaille très bien ensemble au sein de la Commission des Affaires sociales. C'est un cadre de travail, c'est un cadre structurant pour l'Assemblée nationale. Et maintenant, il faut voir en effet comment on peut élargir ça. Ça sera sans doute au menu de ce soir, mais c'est une discussion qu'on a depuis 6 mois et qu'on continuera d'avoir. Maintenant, comment on fait pour renforcer l'union de la gauche? C'est notre seul objectif. Parce que vous savez, et c'est Madame Garin qui le disait tout à l'heure, on a un seul objectif commun, c'est comment on arrive à créer l'alternance en 2027. On n'a pas d'autre sujet. Le sujet, c'est aujourd'hui, on est là pour être l'opposition face au gouvernement, pour préparer l'alternance, parce que demain, on ne veut pas avoir à se résigner entre le choix entre la droite et l'extrême droite. Demain, les Françaises et les Français, ils ont besoin de nous, parce qu'ils auront besoin d'une majorité qui sera pour une autre réforme des retraites, qui ne sera pas pour une réforme injuste. Ils auront besoin d'une majorité pour la justice sociale dans notre pays, qui sera pour une revalorisation du travail. Ça, c'est ce que nous voulons, c'est ce que vous refusez depuis maintenant 1 an et demi. Olga Givernet, vous préparez quoi? Vous pensez déjà à 2027 ou là vous essayez simplement la majorité de vous dépatouiller avec le contexte actuel? Non, on essaye d'avancer sur le besoin de réforme qui est nécessaire sur un certain nombre de sujets. D'ailleurs, on a pu avancer. On a voté une proposition de loi de M. Delaporte et M. Vogetta sur les influenceurs. On a pu voter également le nucléaire. Donc on fait
continue de faire des lois et elles sont importantes. Et là, pour l'instant, on sait qu'on est plutôt sur des lois qui créent du consensus, parce qu'on sait que il faut pouvoir trouver des convergences. Et puis, il y aura d'autres sujets. Vous savez d'ailleurs que la question de l'immigration a été reportée, où on sera plutôt sous le coup d'un clivage plus important. Donc, c'est de gérer un calendrier où on doit apporter des réponses aux Français maintenant, pas en 2027, maintenant, parce qu'on a des défis à faire face. On a la question des enjeux climatiques, la question de la sécheresse qui va revenir avec l'été. Et donc, tout ça, il faut être prêt. Il faudrait être prêt aussi avec les oppositions, parce qu'il y a toujours cette volonté de construire. Alors, justement, c'est la mission qui a été donnée à Elisabeth Borne d'élargir la majorité, y compris du côté de la gauche. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'attirer quelques socialistes comme Madame Froger, que vous avez soutenue, on le rappelle, au deuxième tour pour l'élection en Ariège? Est-ce que vous pensez que de ce côté-là, des socialistes non NUP, avec Monsieur Cazeneuve, il y a des moyens de trouver une majorité, de trouver des gens qui seraient prêts à vous rejoindre? Et ça serait une façon aussi de mettre un coin et de fissurer cette NUP. La question, c'est d'abord territorialement parlant, puisque cette législative, elle a été aussi soutenue par Carole Delga au niveau de la candidate qui a gagné, qui est socialiste. Et on voit que au niveau des territoires, eh bien, il n'y a pas d'adhésion à la NUPES. C'est quelque chose qui est vraiment national et qui donc ne représente pas forcément les territoires. On pourra attendre les prochaines élections, notamment municipales 2026, pour voir comment ça s'organise. Mais pour la question de Daïk, concrètement, ça se fait. Je crois pas qu'on attende réellement d'avoir une scission dans le groupe de la NUPES avec des personnes qui viennent. 2017. En revanche, on a pu travailler sur des sujets, vous le savez, puisque on a des niches parlementaires où chaque groupe propose un certain nombre de propositions de loi. On a aussi des semaines de l'Assemblée où là, c'est des propositions de loi qui sont transpartisanes. Donc, ce n'est pas toujours les projets de loi venant du gouvernement. Pour la niche et d'ailleurs, de moins en moins, parce qu'il y a des sujets très politiques. On a eu la question du permis de conduire aussi, qui était portée là pour notre majorité. Je ne vais pas citer que ceux de l'opposition, évidemment. Je vais vous dire, Madame Givernet, vous prenez le consensus. Dans 1h30, on va voter une proposition de loi scandaleuse sur la question des squatteurs. Vous voulez aujourd'hui renforcer les mesures injustes qui pèsent sur celles et ceux qui n'ont pas de quoi se loger. C'est ça ce que vous proposez, c'est ce que vous cherchez le consensus. Écoutez, on n'est pas d'accord et vous venez essayer de renforcer le dissensus. Ce que je reconnais, c'est que quand le Parlement se saisit pleinement de son pouvoir, qu'on arrive à discuter et que le gouvernement nous laisse faire et ne cherche pas à l'écraser, on peut arriver à des choses intéressantes. C'est ce qu'on a fait la semaine dernière, en effet, sur les influenceurs, une proposition de loi que j'ai portée et j'ai été soutenu en effet par la majorité et rejoint notamment par un député de la majorité. Mais ça, c'est ce qu'on appelle des bulles de paix, dans un océan où vous cherchez à tout prix la conflictualité, à faire alliance avec la droite. Vous refusez tout ce qui va en faveur de la justice sociale. C'est ça qui est malheureux et vous refusez d'entendre l'opposition massive des Français contre votre réforme. Ce matin, nous avons la ministre de la Recherche qui était là. On a reparlé de la question des étudiants, on a reparlé de toutes les choses qui sont faites au niveau des bourses. On aura plus de boursiers, donc des personnes qui vont pouvoir aussi bénéficier du repas à 1 € qui est à destination des boursiers. Je les répète, et on cible évidemment sur les problèmes des plus démunis. Donc on prend en compte tous ces sujets-là et je ne crois pas que vous puissiez dire qu'elles ne sont pas prises en compte. La fin de cette discussion pour aujourd'hui. En tout cas, merci infiniment d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci Arthur Delaporte, Marie-Charlotte Garin, Olga Givernet. Merci évidemment Daïk Auduy.